Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de se faire enfermer dans une case, de refuser le mode rafale, des bons côtés des réseaux sociaux, d'avoir une énergie hors du commun, du plus grand hold-up de 2020, d'être dans les livres d'histoire, de se balader à Kaboul en temps de guerre, de poser des questions plutôt que de donner des réponses, de regarder vers l'avenir, des premiers pas de l'homme sur la Lune, d'Éric Bouvet, géo du Club Med, de faire stopper un avion sur le tarmac pour monter dedans, de détourner un avion avec $200, mais surtout, à la fin de cet épisode, vous saurez enfin qui remercier pour l'écran caché du X Pro 3. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Éric Bouvet. Bonjour Éric. Bonjour. J'ai interrompu la gorgée de thé. On va commencer comme ça. On va commencer l'épisode en remerciant deux personnes, c'est Franck Portelance et Cyril Zexer, parce que je te l'ai raconté avant. Il y a une grande blague, c'est que l'idée du podcast a germé dans mon esprit à peu près au Salon de la Photo de 2019. Et à ce moment-là, tu étais très mise en avant par Fuji pour le X Pro 3. Et je me disais, tiens, si un jour je lance ce podcast, j'aimerais bien avoir Éric Bouvet dans un des épisodes, et il se trouve que grâce à ces deux personnes, puisque j'en ai longtemps parlé et que c'était devenu un peu le running gag, ont rendu cette interview possible. Donc déjà, merci à toi de participer, merci à eux d'avoir organisé ça, d'avoir participé à organiser ça, parce que c'était vraiment important, et c'est certainement un achèvement, et c'est mon cadeau d'anniversaire pour les 1 an du podcast. Donc merci. Bien, il y a longtemps qu'on n'avait pas dit que j'étais un beau cadeau d'anniversaire, ça fait plaisir. Écoute, c'est le cas. Je suis pas sûr que tu aies écouté les épisodes d'avant, mais la première question que je pose, en fait, c'est l'elevator pitch. Donc l'elevator pitch, c'est tu rentres dans un ascenseur, il y a Steve Jobs et tu as 3-4 étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Alors, je vais contourner. J'ai pas eu Steve Jobs, j'ai eu un certain Mark, patron de Facebook. Ouais. Et c'est plutôt une anecdote. Je contourne un peu ta question, je suis désolé. Et je lui dis comme ça, c'est vrai cette histoire. Ouais. Et je lui dis, ce serait génial sur le ton de l'humour que vous puissiez faire quelque chose pour la photographie comme vous avez créé Facebook pour sauver ce merveilleux médium. Et je lui cite et je lui dis, parce qu'il y a quand même eu des gens comme Capa et tout. Et il me dit, Capa où ? Alors, Capa qui ? Je lui dis, Robert Capa. Il me dit, mais non. Je lui dis, mais vous connaissez les photos de la guerre d'Espagne, du débarquement de Normandie. Et il se retourne vers son bras droit et il dit, mais de quoi il me parle ? Et là, j'ai les bras qui me tombent. Et je me dis, c'est dingue, ce type, qui n'est pas idiot quand même, hein. Il a créé un truc énorme, et voilà. Donc, quelque part, peut-être un petit manque de culture dans sa case. Et puis, mon étonnement, quand j'en parle avec certaines personnes à ce propos, ils me disent, c'est quand même très photographique, c'est un petit milieu, et on ne peut pas lui en vouloir de ne pas connaître ça non plus. Je lui dis, je ne lui en veux pas, c'est juste que j'étais étonné, effectivement, mais ces photos sont quand même iconiques, et tout le monde les a vues dans les histoires, quoi. Donc, voilà, ma surprise. Donc, désolé pour Steve Jobs. Ce que je trouve terrifiant, en fait, dans ce que tu viens de nous dire, c'est que Mark Zuckerberg, c'est quand même Facebook et Instagram, donc c'est la personne qui a peut-être le plus d'influence sur la photo dans le monde, en toute honnêteté, hein. Enfin, faut être très objectif. Il prend une décision, il peut changer le paysage photographique pour tout le monde, et il ne sait pas qui est Capa. Peut-être que maintenant, il le sait grâce à moi. Est-ce qu'il sait qui tu es, toi ? Ah non. Heureusement. Il pourrait s'en prendre à toi, non ? Non, je dis heureusement, parce qu'il faut remettre les choses à sa place. Alors, pour resituer quand même qui tu es photographe de presse. Alors, je pose toujours cette question. Tu préfères qu'on dise quoi ? Photographe de presse, photoreporter, photodocumentariste ? Bon, on va rentrer direct dans le sujet. Il y a un truc qui m'exaspère, moi, c'est que l'on mette les gens dans des cases. Et en France, pour ça, on est champion du monde. Et typiquement, dans notre petit milieu de la photographie, effectivement, on est soit photographe de presse, donc photojournaliste, photoreporter, bref, soit photographe documentariste, soit photographe auteur, soit photographe contemporain, soit portraitiste, soit photographe d'architecture, soit photographe de sport, bref, la liste est longue, on le sait, hein. Et voilà, et c'est très très difficile de sortir de ces milieux.
Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la photographie. Alors effectivement, j'ai une très longue carrière de ce qu'on appelle photojournaliste, parce que j'ai couvert des dizaines de conflits pendant 35 ans, mais j'ai pas fait que ça. J'ai pris un énorme plaisir à faire les Jeux Olympiques, j'ai pris un énorme plaisir à faire les ours polaires dans le Grand Nord canadien, j'ai pris un énorme plaisir à faire des sujets documentaires qui s'appelaient par exemple Sex Love, qui est une série de portraits en studio. J'ai pris un énorme plaisir à faire une forme de photographie un peu plus artistique comme je le fais en ce moment avec ma chambre grand format. Bref, moi, la photographie, j'aurais jamais pu être, par exemple, un photographe spécialisé, que ce soit pour un magazine spécialisé de tennis ou de football dans le sport, ou d'architecture, et de rester toujours dans les mêmes... Rester dans la même ligne, pour moi, c'est pas possible. Parce que ça me permet de découvrir des mondes autres que le mien. 2, de sortir de ma zone de confort, donc de me mettre en danger en permanence. Et puis 3, ça me permet de rencontrer des gens extraordinaires dans des univers complètement différents, et donc de me cultiver, et moi d'avancer. Voilà, je suis sûr que j'oublie quelque chose, mais en gros c'est la ligne, quoi. Un photographe, c'est un photographe. Oui, oui. Alors après, il y a des gens qui aiment pas. Je vois, il y a des très très bons photographes qui sont restés toujours sur la même ligne, qui font toujours le même style de photo depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qui le font merveilleusement bien. Et je vais vous donner un exemple. Je suis allé, je ne sais plus, 12, 13 fois sur les 2 guerres de Tchétchénie, et il y avait Stanley Green, qui était un photographe américain, qui est allé autant que moi, et qui vivait aussi à Moscou durant cette période. Et il a fait un livre qui est magnifique sur la Tchétchénie, un truc très très fort. Et quand je regarde, et je me dis, moi je ne peux pas faire de livre sur la Tchétchénie avec tout ce que j'ai fait de différent, parce que j'ai fait un sujet sur les commandos russes, qui est une histoire incroyable. Bref, ça fait vraiment un sujet magazine très fort. J'ai fait des images en diapo sur les conséquences de la guerre, sur les civils, tout ça. J'ai fait un documentaire en 6:6 noir et blanc à l'Hasselblad, qui a vraiment de la gueule, qui est vraiment quelque chose qui est très différent. Enfin bon, j'ai travaillé de différentes manières sur la Tchétchénie. Et mettre tout ça dans un livre, celui qui veut le faire, je veux bien, moi, mais sacré exercice de style. Au niveau maquette, il va falloir être sacrément costaud, et je ne vois pas comment il peut s'y prendre. Pour trouver une cohérence en tout cas entre tout ça. Donc c'est aussi le défaut d'être, entre guillemets, multicarte, je n'aime pas trop ce terme, mais d'aimer tout faire, de touche à tout, oui. Et du coup, voilà. Et ça se répercute évidemment sur les relations professionnelles dans le travail. Les gens n'aiment pas que l'on se diversifie. Ouais, mais je vais même te le dire différemment. En fait, moi, c'est un des problèmes que j'ai sur le podcast, c'est que tu es obligé d'identifier ton invité d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose que j'aime pas faire, parce qu'à la base, si on prend la base pure du podcast, c'est parler photo, et uniquement parler photo, et qu'est-ce qui fait une belle photo. Mais ça, c'est un mot qui est interdit. L'adjectif beau, belle, chez moi, ça n'existe pas en photo. Qu'est-ce qui fait une bonne photo ? Qu'est-ce qui fait que la photo fonctionne ? Tu vois l'idée. Le problème étant que tu te rends compte que selon le titre que tu donnes à ton épisode, tu as plus ou moins de lecture malgré tout. Donc tu es obligé de rentrer dans cette case-là finalement. Est-ce que cette case-là, elle t'aide pas malgré tout à être vue ? Non, moi je veux pas de case. Je veux pas de case. Je me suis battu et je le paye. Je le paye. Je me ferme plein de portes. Je sais qu'il y a plein de gens qui me font plus bosser parce que justement, je suis sorti du photojournalisme pur et dur, et que j'adore en faire encore, que je voudrais bien, moi, aller courir encore à travers le monde et faire ces choses-là. Mais on ne m'en donne plus la possibilité. On va parler un peu de tes influences. Si je te demande qui t'a influencé dans ta jeunesse, peut-être maintenant encore. C'est pareil. J'ai pas de photographes préférés. J'ai des périodes où il y a des photographes qui m'ont inspiré, et au fur et à mesure, ce sont des photographes complètement différents. Et voilà, donc ça dépend des périodes, ça dépend de l'envie, ça dépend du travail que je fais aussi, parce que je me plonge. Parce que c'est compliqué aujourd'hui d'inventer quelque chose en photographie. On peut dire que tout a pratiquement été fait. Donc après, c'est un petit peu soit copié, soit des... Alors, le terme copier n'est pas très agréable, mais
S'inspirer. Ouais, c'est de l'inspiration. Et puis surtout, c'est qu'il y a des gens qui sont très très bons, qui arrivent à faire encore mieux que, entre guillemets, les maîtres de ce qu'on mis les basements de la photographie. Oui, aujourd'hui, en plus, avec les moyens qu'on a, mais ça veut dire que du coup, aujourd'hui, par exemple, tu travailles à la chambre pas mal. Est-ce que tu regardes plus des gens qui ont travaillé à la chambre? Ouais, mais ça m'amuse parce que les gens ont toujours besoin, ça, comment ça s'appelle, De référence? de référence. Oui, merci. Et par exemple, quand j'ai fait Paris à la Chambre, on m'a dit ah, tu es le Hadjet du 21e siècle. D'accord. Quand je vais à la montagne avec la Chambre, pareil, toujours, on me dit C'est la dame. Ansel Adams, bravo. Tu vois, facile. quand je fais un coup de news et que je ramène une image, on me dit waouh, on dirait du Dom McCullin ou du Gilles Caron. Je suis très flatté, merci beaucoup. Mais c'est amusant, hein, Non, mais après, ça peut être, ta réponse peut être aussi que tu veux tracer ton chemin différemment et que justement, tu ne t'encombres pas forcément. Parce que ça peut être très encombrant, les références aussi. Non, moi je pense qu'au contraire, plus on en a et plus on se cultive et plus on a des possibilités de créativité. D'accord. Question suivante, qu'est-ce qui te fait déclencher? C'est quoi le petit truc qui fait que tu vas décider qu'à ce moment-là précis, tu vas appuyer sur le bouton? Et, ça va être toujours la même réponse. Il y a une multitude de possibilités. Hein, on ne déclenche pas de la même manière quand on est sur un coup de news et que ça défouraille dans tous les sens autour de toi. Rafale. Et puis, non. Moi, je fais jamais de rafale. Le mot interdit. Oui, moi, je fais jamais de rafale. Non. Au contraire, même sur du news, j'essaye de faire qu'une vue, voire deux vues. J'essaye vraiment de me concentrer sur l'image qui me semble être la meilleure, qui me semblera être le bon moment. Voilà. Donc voilà, effectivement, quand je fais une photo avec mon Fuji sur un coup de news ou sur du sport ou sur du social, je ne vais pas déclencher de la même manière que quand je fais une photo aussi à la chambre qui va être plus réfléchie, puisque je fais qu'une vue et que ça coûte cher. Mais c'est pareil, je viens de parler du mot social. Vous faites du social, vous êtes avec des gens qui sont chez eux, qui sont vraiment dans des situations catastrophiques humainement, socialement, au niveau de leur qualité de vie. Vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas arriver avec vos gros appareils photo, vos multi-zooms, votre gros sac et tout votre bordel. Donc là, il faut se faire petite souris. Il faut réfléchir où je vais me placer je vais être discret, je vais être à l'écoute. Et c'est une autre manière de travailler. Donc, chaque sujet est une manière de travailler. Différent. Et donc, on ne déclenche pas pour les mêmes choses. Si on parle un petit peu de storytelling, alors du coup c'est plus logique à la lueur de ce que tu viens de nous dire, mais moi j'avais préparé autrement, j'avais préparé sous l'angle du photoreportage, là, sous cette case-là. Dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui est souvent négligé parce qu'on a tendance à se focaliser beaucoup sur l'image qui est publiée. Toi, tu es très très justement organisé, tes reportages sont classés par thématique, tout est très organisé et tu as dans une série en particulier, la série sur tes voisins, je crois que tu as résumé en fait en une dizaine d'images le confinement. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous encourage à aller la voir, je mettrai le lien dans les notes d'épisode, mais c'est tous les voisins de ton immeuble, donc qui sont tous dans le premier confinement à la maison avec la famille, avec les enfants. Et il y en a deux qui sont pas là. Et tu as réussi, en fait, avec ces images-là, à raconter, en fait, tout le confinement, c'est-à-dire celui qui s'est barré à la campagne et celui qui est hospitalisé. Et j'aurais voulu qu'on parle un petit peu de ça, en fait, parce que c'est vrai qu'on a tendance à isoler les images d'un photographe. Quand on est photographe, souvent, il reste une image de notre travail. Et là, sur ces 10 images, en fait, tu as raconté quelque chose. J'aurais bien voulu que tu nous expliques un petit peu comment tu as réfléchi ça. Alors, c'est amusant parce que tu vois, on critique beaucoup les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont et la manière dont les gens ont une réactivité et puis aussi cette masse d'images dans tous les sens et puis des propos qui partent aussi dans tous les sens. Ça, c'est une réalité. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est que
on arrive à trouver quand même beaucoup de choses pour se cultiver et puis des pôles d'intérêt. Hein. Par exemple, moi, voilà, j'aime la photographie, donc il y a des forums sur la photographie, des forums sur la chambre grand format, il y a des forums Fuji, il y a des forums de triathlon, puisque je fais du triathlon. Donc il y a des choses qui sont vraiment très bien posées. Et ces réseaux sociaux, s'ils n'avaient pas existé, en gros, j'aurais pas eu ce titre qui vient de m'être donné par le magazine Polka de photographe de l'année. Parce que je suis, je crois, le photographe qui a le plus travaillé cette année en propre production sur le Covid, sur les confinements, voilà. J'ai fait je ne sais plus combien de sujets sur ces confinements. J'ai pas arrêté, hein, je me souviens, je bossais tous les jours. Quoi. Ouais. Et, on l'a suivi sur Facebook et sur Instagram. Et à ma grande surprise, voilà, bon, j'ai eu ce prix. Merci beaucoup, Polka, ça prouve que parfois la méritocratie fonctionne encore. Mais j'ai été extrêmement surpris parce que pour moi, ça me semblait une évidence. Pendant ce confinement, voilà, c'est quand même un événement incroyable qu'on n'a jamais vécu. Et en tant que journaliste, documentariste, bref, comme vous voulez, moi je suis curieux. C'est le propre de ce métier, c'est d'être curieux, quoi. Et je me suis dit, ok, comment je vais représenter ça ? Eh ben, je l'ai fait de différentes manières. Et les deux choses les plus simples qui m'ont semblé être les plus simples, c'était effectivement de parler de ces gens. Et ces gens, je me suis dit, je ne peux pas sortir, donc je vais être raisonnable. Alors, je suis sorti pour d'autres occasions, mais là, je me suis dit, je vais faire les gens de mon immeuble. Bon, très simple, hein. Ça m'a pris une matinée. Il y a une douzaine de portes, voilà. Je les ai fait poser devant leurs portes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils me disent ce qu'ils pensent de ce confinement, de ce virus. Voilà. Donc, il y a un petit texte sous chaque portrait. Et il y a un deuxième sujet, un des autres sujets que j'ai fait, qui était les 100 km. Ça a été éphémère, hein, ça a duré pas longtemps, mais ça a marqué ça aussi. Hein. Donc, j'ai loué un camping-car parce qu'il n'y avait pas d'hôtel, pas de restaurant, il n'y avait rien. Et j'ai fait les 100 km autour de Paris, ce qui représente en fait 628 km. Par la route, ça fait presque 1000. Bref, en 5 jours. Et j'ai fait entre autres ces deux sujets. Alors, tout le monde a vu mes photos que j'ai faites sur Paris à la chambre, machin chouette. Mais ces deux sujets, c'est ce dont on m'a le plus parlé. Et alors ça, moi, ça me laisse baba, si je peux dire. C'est un peu un mot désuet, mais je suis très étonné que les gens aient beaucoup percuté et beaucoup aimé ces deux sujets. Parce qu'ils sont d'une simplicité. Il n'y a pas plus simple que d'aller frapper à la porte de ses voisins de son immeuble. Ouais. Hein. Et puis, on vous dit, voilà, vous ne pouvez pas passer les 100 km. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas à la limite de ces 100 km et tu fais des photos. Alors, tu cherches des endroits. Hein. Moi, j'ai cherché des endroits où il y avait des références, des noms, voilà. Et ça m'a semblé d'une simplicité infantile. Toute l'année, j'ai eu des retours là-dessus. Des gens que je ne connaissais pas qui me disaient « Ah oui, c'est vous qui avez fait le... » Mais incroyable. Mais c'est peut-être parce que c'est plus compréhensible, finalement, si c'est simple. Oui. Parce que la chambre, grand format... si, les 100 Paris. km, je l'ai fait avec la chambre. D'accord. Non, mais c'est l'idée du sujet. Mais c'est pas une idée. C'était aux infos. On nous a rabâché ça à la radio, à la télé, partout. C'était d'une évidence qu'il fallait traiter ça. Et j'ai plein de potes journalistes qui m'ont dit « Ah, super idée !» et tout. Merde, c'est pas une idée, c'est juste ce qu'on nous bassine, quoi. Mais ça fonctionne, et les gens comprennent. Étonnant, vraiment étonnant. Alors justement, j'ai un peu réorganisé du coup l'interview parce que je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. J'avais noté que tu rebondissais facilement sur l'actualité, mais du coup, ce que tu nous expliques, c'est que c'est pas un rebond, c'est vraiment, tu t'es dit, il faut que je le fasse, quoi. Ouais, alors... Moi, il y a longtemps que je ne suis plus, entre guillemets, dans les meilleurs photographes. Hein. Il y a plein de jeunes qui sont extraordinaires. La seule chose, moi, que je pense qui peut me caractériser là-dessus, c'est que voilà, je fais partie de ces types qui ont une énergie hors du commun. Et j'ai réfléchi ça longtemps. Je me suis dit, comment j'ai réussi à tenir jusqu'à présent ? Parce que, bon, tout le monde le sait, hein, c'est devenu extrêmement compliqué pour les photographes. Par exemple, cette année, si on n'avait pas les aides de l'État, tout le monde est mort. Hein, on ferait peut-être des carottes au fond de la Creuse. Enfin, j'en sais rien, mais j'aime bien la Creuse. Hein, c'est là où est née ma grand-mère. Je sais pas, mais c'est parce que les loyers coûtent moins cher. Voilà. Et donc, voilà, je pense que cette énergie et cette curiosité, pour moi, c'est une évidence. Et cette curiosité permet vraiment, pour moi, d'avancer, que ce soit dans ma vie personnelle, pour me cultiver, comme dans ma vie professionnelle. C'est un besoin.
Alors, juste, j'ai une question ultra pratique. Je pense que tout le monde, tous les photographes, en tout cas, qui auraient envie de se lancer dans ce genre de projet, vont la poser aussi. Comment tu fais passer ça à madame? Comment je fais passer Comment tu fais passer ça à madame? de quoi De partir en camping-car, Ah ben, d'aller dans des projets. c'est pareil, elle est journaliste et Donc elle c'était comprend, une ouais. évidence que c'est une très bonne idée. Et puis bon, je sais pas où, je vais pas en Syrie ou Ouais. enfin je vais pas sous le feu, hein, c'est 100 Oui, là, c'est km plus- autour de oui. Paris, ça va. Non, mais c'est moi, si je me lançais dans quelque chose comme ça, je pense que j'aurais des problèmes. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Ben Et je je sais pense pas, qu'on est nombreux. non, c'est pas, il y a pas. Peut-être que les enfants sont grands aussi et que ça aide à faire passer. Oui, mais même quand ils étaient petits, alors c'était pire, hein, quand ils étaient petits, je partais en Afghanistan ou en Tchétchénie, D'accord. hein, donc non, non, c'est du travail qui marque l'histoire. Moi, j'ai toujours vécu avec ça. Je fais aussi en fonction des événements, l'histoire, la géopolitique, tout ça me passionne. Et je pense que c'est important de toujours laisser trace de ce qui se passe dans. Je sais pertinemment que tout ce que je fais là actuellement, parce qu'encore une fois, c'est assez extraordinaire. Je le relate, on m'a nommé photographe de l'année, ce qui est extraordinaire, alors que j'ai vendu qu'un seul quart de page à 100 euros Ouais. dans l'année. Ouais. C'est C'est magique. c'est le hold-up du Donc, quoi, c'est pas, oui, mais c'est c'est pas le qu'une hold-up de question l'année. d'argent finalement. C'est le hold-up de l'année. Bon, mais je pense que tout ce travail que j'ai fait, alors on va trouver ça peut-être prétentieux, mais bon, tant pis, qu'importe. Je pense que tout ça, ça marque cette époque. On s'en rend pas compte parce qu'on Ouais. baigne dedans. C'est toujours pareil. Moi, je suis le premier à pas me rendre compte parfois quand je suis sur un événement de news, que ce soit n'importe où. Il y a plein de choses que j'ai vécues. Ça me semblait très fort et d'autres, évidemment, ça me semblait fort. Mais quelle était la mesure et quelle était la trace que ça allait laisser dans l'histoire? On n'en sait rien sur le Ouais. moment. C'est Oui, comme t'es dans aujourd'hui. l'action. Ouais. Mais oui, tu es dans l'action et tu te rends pas compte. Et très souvent, il y a un décalage par rapport à ce que tu vis, évidemment, et puis par rapport à comment c'est perçu, que ce soit à Paris ou que ce soit, encore une fois, pour parler du fin fond de la Creuse, Ouais. on n'a pas la même perception des choses, ce qui est normal. Et encore plus en partant dans un pays d'Amérique latine ou à Moscou, les perceptions sont différentes, que ce soit sur le vécu direct, sur l'actualité chaude, ou comme sur comment on va relater ça dans l'histoire. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, justement, c'est que, je paraphrase un peu, mais ce qui m'intéresse, ça va être comment les historiens vont parler de tout ça. Et je pense que les sujets différents que j'ai faits, ça sortira Ça restera. Tu seras peut-être dans le livre d'histoire. dans 20 ans, dans 20 50 ans. Ah bah, livre d'histoire, ça, il y a longtemps que j'y suis abonné, hein. Ça m'a toujours amusé d'ailleurs, hein, quand mes enfants étaient jeunes, qui revenaient pratiquement chaque année, à chaque rentrée scolaire, ils me disaient, ah bah tiens, il y a encore une photo à toi dans notre livre. C'est que ça Alors a sur marqué. l'histoire contemporaine, hein, évidemment. Donc ça m'a toujours un petit peu amusé. Et puis c'est quelque part, ouais, oui, il faut pas, faut quelque part, autant j'en ai un peu marre de regarder ces images que j'ai faites parce que je les connais par cœur, parce qu'on m'en parle beaucoup, parce que et je fais des projections, parce que ce qui est normal, je veux dire, c'est comme sans commune mesure, les Rolling Stones qui chantent les mêmes chansons depuis Ouais. 50 ans, quand ils doivent en avoir ras-le-bol. Tu vois, c'est quand même Mais c'est ce qui marche. Ouais, c'est ce qui marche, mais bon. C'est ce qui les a construits en tout cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est demain. Hein, c'est qu'est-ce que je vais faire, quoi. C'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, il est fait. Voilà, ça sert à quelque chose, que ce soit dans un quart de page dans un livre d'histoire ou dans une expo, tant mieux. Mais je vais pas. Tu regardes devant, Oui, beaucoup. Ouais. ta grande force, je pense. Autre grande force, je pense. Alors, c'est à la lumière de ce que tu nous as dit plus tôt. La question se pose différemment, mais j'avais noté que j'avais l'impression que tu expérimentais beaucoup. Tu as des séries sur le reflet, tu as des séries en double exposition, tu as des choses très différentes si on prend même dans les choix esthétiques que tu peux faire. Tu as une série qui s'appelle Peace, qui est un traitement qui n'a rien à voir avec le reste de ton travail. Comment tu décides de la façon dont tu vas traiter les images? J'ai un autre exemple aussi, j'avais noté ça. C'est une série qui s'appelle Noir, où les photos sont archi stylisées. Et c'est étouffant en fait. Enfin, ça te compresse, tu te sens pas bien. Aller regarder ça, tu t'y penses au moment où tu fais la photo ou c'est parce que tu vois, tu nous dis, tu sais pas forcément que tu écris l'histoire, mais tu as une idée de ce que tu vas laisser derrière ou ça se construit un petit peu au fur et à mesure?
Alors, sur le moment même, pardon, sur le moment même, non, évidemment, on n'a aucune idée parce que là, en plus, noir, c'était un sujet sur les, les commandos en Afghanistan et tout se passait de nuit. Et c'était une époque où j'étais pas encore en Fuji à l'époque, donc et comme je suis passé en Fuji en 2011, pardon. Donc c'était avant, et le numérique était ce qu'il était, mais il n'était pas encore comme ce qu'on a aujourd'hui au niveau qualité. Ouais. Voilà. Il y avait des limites, quoi. Voilà, et donc c'est pas aussi bien que je l'espérais, et noir parce que ça se passait la nuit, et puis parce que ce commando s'appelait Noir, surnommé Noir. Donc ouais, non, merci pour ces mots comme quoi c'est étouffant et tout, ça prouve bien que peut-être que ces images Moi, je me suis senti comprimé en fait en les regardant. C'est comme si on me prenait, on me serrait, tu vois. ouais. Et ça m'a laissé cette sensation-là. Ouais, vraiment, ça me fait plaisir parce que ça a été très très dur comme sujet. Et en fait, évidemment, c'est des commandos, donc ils sortaient de nuit et ils faisaient des missions aussi bien des missions de renseignement, donc il fallait pas se faire voir, que des missions d'appui ou aller chercher un taliban chez lui la nuit avec tout ce que ça comportait comme danger, parce que là, on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Et je me souviens qu'il y a eu une fois où on est resté pendant je ne sais plus combien de temps, mais pour moi ça m'a semblé une éternité. Donc c'était l'hiver, hein, en Afghanistan il fait pas chaud. On s'est planqué dans un mini fossé. On était tous allongés en randonnion dans la flotte, dans la boue, dans le froid, parce que on n'était pas nombreux, hein, une petite vingtaine. Et il y a visiblement, ils étaient peut-être une centaine de talibans qui sont passés tout proches et qui ont campé là, et on ne pouvait pas bouger. Et il fallait évidemment pas éternuer, pas tousser, pas bouger, rien dire. Et vous saviez que là, donc c'était une atmosphère étouffante, on peut le dire. Et j'ai d'autres exemples à relater sur cette aventure. Et encore une fois, voilà, les mots sont... Alors, je rebondis là-dessus. Les mots sont plus forts que la photographie, parce que en photo, je me suis trouvé, mais pratiquement toute ma vie, devant des situations si dingues que la plupart du temps, les photos n'avaient pas assez de force. Et ce que j'ai écrit derrière, les mots donnaient beaucoup plus d'informations. C'est un boulot de frustré, hein. Faut dire ce qui est. Non, mais ce genre de boulot et ce genre de photos, en tout cas, est-ce qu'elles peuvent exister sans légende? Le noir, là? Noir, enfin, d'une manière générale, ce type de reportage, parce que là, c'est des reportages. Est-ce que tu peux te permettre de ne pas légender une image comme ça, au risque qu'elle soit mal comprise, même peut-être? Oui, tout est possible. Moi, je pense que trop d'informations tue l'information, hein. Bon, c'est des mots faciles, mais je suis devenu beaucoup plus... j'ai travaillé très longtemps dans l'objectivité, hein, en tant que photojournaliste. Tant qu'on était en argentique, on nous demandait quand même, puisque j'ai eu la chance de travailler pour les plus grands magazines internationaux, on nous demandait que la photographie soit bien cadrée, bien exposée, bien nette. Bon, et on était en diapo, sans ISO. Et quand j'ai commencé, l'autofocus n'existait pas, et encore moins pas de zoom, et on n'avait même pas de cellule dans la boîtier, hein, donc c'était quand même du gros sans filet, hein. Au niveau de technicité, on était quand même assez champion, il faut dire. Et d'ailleurs, si c'était encore le cas aujourd'hui, il y aurait beaucoup moins de photographes. Je pense qu'il y a eu une époque où c'était un métier très technique, c'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Mais tant mieux, la technologie évolue et ça a facilité les choses. La preuve, j'ai pu faire ce sujet sur les commandos en la nuit. Un bon et un mauvais côté à tout, en fait. On parlait des réseaux sociaux plus tôt. Les réseaux sociaux, tu peux t'en servir n'importe comment et en faire un truc catastrophique et t'en servir bien. Et ça t'amène photographe de l'année à Polka. Mais c'est comme tout, il faut faire la part des choses, quoi. Je veux dire, les gens qui sont dans l'extrême, c'est jamais bon, on le sait. Les extrêmes ne sont jamais bons. Donc, résultat des courses, il faut prendre les bonnes choses dans tout ce qu'on puisse trouver. Et on était parti sur quoi? Était parti, alors au départ, on était parti sur la technologie. On était en train de parler de la technologie, en fait, et de l'évolution des choses, et que c'était pas forcément une mauvaise chose, en fait. Bah, bien sûr, franchement,
quand Fuji a sorti son X100, moi, ça a été pour moi une petite révolution dans mon regard. Il faut dire ce qui est. J'étais avant dans les grandes marques avec des gros réflexes. J'ai tout eu. Hein. Je me trimballais avec 4 boîtiers, 8 objectifs. Bref, j'étais un sapin de Noël. Et puis, voilà, ils sont arrivés avec ce petit boîtier qui était très beau esthétiquement, qui m'a beaucoup plu. Et ensuite, qualitativement, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont mis sous le capot, il y avait ce qu'il fallait. Alors évidemment, pas aussi bien qu'aujourd'hui, mais c'est normal puisque la technologie évolue. Et cette technologie-là du numérique, elle m'a permis, et en l'occurrence avec Fuji, avec ses petits boîtiers, petits par la taille, m'a permis de travailler autrement. Franchement, j'ai eu un cap, j'ai eu une évolution parce que je me suis mis à voyager plus léger, plus libre, avec une envie de refaire de l'image différemment, et puis en plus, plus être obligé d'avoir l'œil dans le viseur et coincé, et de pouvoir travailler avec un écran au bout du bras, par exemple, et faire des images que j'aurais jamais pu faire, ne serait-ce que le temps de porter l'appareil à son œil, on perd du temps. Hein, donc voilà. Moi, si on m'avait dit un jour que je travaillerais en numérique en regardant un écran, mais non, jamais. Voilà. Et en plus, en automatique, moi, je me casse pas la tête, je suis en auto. Ça marche très bien. Ouais. Parfois, je corrige grâce à la couronne d'exposition qui est sous le pouce, là, mais ça marche merveilleusement bien techniquement. Donc ça m'amuse quand je donne des stages et des workshops et qu'il y en a qui arrivent et qui me disent, avec les boîtiers d'aujourd'hui quand même, qui me disent « Ah non, moi je fais comme les pros, je ne bosse qu'en manuel. » Je lui dis « Tu dois louper un sacré paquet d'images alors. » Non, mais la technologie n'est pas forcément mauvaise. Et effectivement, les erreurs d'hier sont plus forcément des erreurs aujourd'hui. Alors, tu parlais des workshops, justement. Il y a une phrase que j'ai trouvée géniale et je voudrais te demander de nous l'expliciter un petit peu. Donc, dans ta page workshop, il y a écrit « How you can make chance work for you ». Comment faire travailler la chance pour soi. Donc, les phrases qui précèdent, c'est comment évoluer dans un contexte et comment y trouver sa place. Mais ça ne m'aurait pas forcément traversé l'esprit, au-delà de ça, d'essayer de forcer sa chance quelque part. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là-dessus ? On va rester simple. Je pense que tu as plus de chances de faire des images si tu te donnes la possibilité de sortir et de faire des images que de rester sur ton canapé à maugréer et puis à dire que ça ne va pas. Je vais même te le dire différemment. Tu peux avoir ton appareil photo dans ton sac toute la journée et tu ne feras pas une image alors que tu as ton appareil photo sur toi et que tu es dehors. Voilà, donc c'est qu'une question d'envie, c'est toujours pareil. Et l'envie, ça marche avec l'énergie, ça marche avec la volonté, ça marche avec l'engagement. Voilà, pour moi, il y a un mot qui est primordial dans ma vie, c'est l'engagement. On n'a rien sans rien. D'accord. Et évidemment, on casse des œufs, évidemment, ça ne fonctionne pas toujours. Évidemment, on se prend des claques. Je vais vous donner des exemples très simples. L'Afghanistan, je pense que j'ai réussi à revenir avec quelque chose et donc à vendre un sujet une fois sur 2. Et encore, il faudrait que je fasse le compte, mais je sais que je suis revenu plusieurs fois sans rien vendre. Et bon, à l'époque, c'était pas une promenade de santé, C'était un mois de marche dans les montagnes, été à crever de soif, l'hiver à crever de froid, et en revenant avec virus, et puis rien, quoi. Ouais. Mais l'exemple est pareil là en ce moment, puisque je fais de la photographie en montagne avec la chambre, je me traîne 25 kilos sur le dos. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Ça fait un tiers de mon poids. Il y a une image que j'ai trouvée extraordinaire sur ton Facebook, c'est la chambre en place et toi qui attends. Emmitouflé dans des tonnes et des tonnes de trucs, un sac poubelle sur la tête et vraiment protéger des éléments comme tu peux, en train d'attendre. Je trouve que cette photo exprime bien l'attente qui va avec, en fait. Ah oui, en plus, on dirait Bécassine, il y a le vent qui souffle et ça me fait des grandes oreilles. Mais voilà, c'est une question d'engagement et en l'occurrence, il faut accepter de savoir perdre. Et la montagne, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une amie, c'est dangereux. Parce que moi je fais les images par mauvais temps. Résultat des courses, j'attends et puis il faut que je redescende de nuit avec les 25 kilos. Il y a 2-3 heures de marche de descente sous la flotte, dans le froid, c'est pas rien. Et donc du coup, pareil, c'est comme l'Afghanistan.
Mais en pire, c'est que sur 3 fois que je monte, je passe la journée. Une image. Non, c'est que sur 3 fois, il n'y a qu'une fois où c'est rentable. D'accord. Il y a 2 autres fois où la lumière vient pas, ou alors elle vient, et puis je me dis non, appuie pas, ça va être meilleur, attends, et puis hop, ça se recouvre, et bah, j'ai rien fait. Ouais. Voilà. Et c'est un peu le... Vas-y, la technologie. T'aurais pris ton X Pro 3, Voilà, t'aurais pu faire 10 images, c'était réglé, tu vois, comme quoi. et voilà. La boucle est bouclée. Puisqu'on parle d'images, je voudrais qu'on parle... Alors, normalement, je parle d'une image en particulier du portfolio de mon invité, mais là, j'en ai 2, j'arrive pas à choisir de laquelle on va parler. La première, c'est au Liban. C'est une photo d'un homme masqué qui se fait renverser par une voiture. Et je me demande, en fait, comment tu arrives à prendre une photo pareille dans ces circonstances-là. Alors, je sais pas d'où t'as sorti la légende, mais c'est en Libye. En Libye... alors, j'ai mal... Non, alors c'est le correcteur automatique. Voilà. C'est en Libye. Je vais enregistrer le... Non, on va assumer l'erreur. Merci iPad d'avoir corrigé pour moi. Donc c'est en Libye. C'est une photo d'un homme masqué qui se fait renverser par une voiture. Et je me demandais, parce que t'as pas pu le voir arriver, un truc comme ça, comment tu te retrouves avec une image comme ça Alors, c'est pendant des combats, et moi j'ai vraiment, et j'en ai un peu honte quelque part par rapport à tous mes camarades qui sont plus là ou qui ont été blessés. J'ai eu une chance insolente. C'est affolant tout ce qui m'est passé à côté, ou qui m'a touché, ou qui m'a soufflé, ou bref. Et voilà. Donc cette série, c'est parce que là, cette fois-ci, j'ai fait 3 photos. Et en fait, c'est pendant des combats, et ce type masqué, je suis près de lui, et j'essaye de le faire au premier plan sur la gauche, et puis à droite, il y a une voiture, un pick-up avec une mitrailleuse qui défouraille, et j'essaye de faire cette photo. Je crois que j'en fais une d'ailleurs, et j'entends un crissement de pneus. Je ne sais pas pourquoi, instinctivement, je me recule, et à ce moment-là, la voiture renverse le personnage avec qui j'étais, qui lui n'a pas eu le temps de se pousser. Et on voit la première photo où effectivement il se fait relever, la deuxième où il est à l'horizontale au-dessus de la route puisqu'il est projeté, et la troisième où il est à terre et il est en train de tomber, et moi j'ai ce souvenir avec le son où son crâne fait crac et il meurt. Et c'est pendant des combats, quoi. Et il meurt renversé par une bagnole. Et moi, j'ai juste le réflexe de faire un pas en arrière. Parce que c'était la panique, parce qu'il y avait une voiture qui voulait partir vite, ça tirait partout. On voit pas l'histoire comme ça quand on voit la photo. On voit quelqu'un qui se fait renverser, on se dit tiens, il était sur le côté de la route et tout. En fait, non, t'étais vraiment au cœur de l'action, quoi. C'est devant toi. Oui, comme quoi, quand je dis que la photo, c'est un boulot de frustré et qu'on a un mal fou à retransmettre ce qui se passe, c'est compliqué. C'est que, non, mais esthétiquement, bon, l'image, c'est incroyable, mais c'est vrai que l'histoire qui va derrière, c'est assez folle. La deuxième image dont j'aurais voulu qu'on parle est un petit peu plus légère, c'est des bodybuilders en Afghanistan. Comment tu te retrouves dans cette situation-là ? Alors ça, je me souviens, ça a été quand même aussi un sacré challenge. C'était en 2000. J'avais déjà fait beaucoup de voyages en Afghanistan, et grâce à des contacts de gens évidemment que je connaissais, j'ai pu être, on n'a pas dû être nombreux en tant que photographe, à pouvoir aller pendant les talibans à Kaboul et à Kandahar. Et donc, quand j'arrive, évidemment, ils m'attrapent et ils me disent « Pas de photos. Les seules photos que tu puisses faire, c'est le ciel et les murs. » Ça tombe bien, moi qui aime l'humain, ça tombe bien. Et ils me logent à côté, dans un hôtel qui est à côté du ministère des Vices et de la Vertu. Voilà, pour bien me faire comprendre que on rigole pas. Et c'est vrai que c'est des gens qui rigolaient pas du tout. Il y avait une télévision algérienne, et donc des gens de confession musulmane qui étaient là et qui parlaient l'arabe. Alors, on parle pas l'arabe en Afghanistan, mais bon. Qui étaient là avant moi, la semaine d'avant, et ils se sont fait défoncer, et pourtant ils étaient invités par les autorités, ils se sont fait défoncer, casser le matériel, ils sont repartis avec blessés et tout le bazar, quoi. D'accord. Ouais, donc non, ça rigolait pas. Et je me suis dit, bon, ok, et j'arrive à m'échapper. Parfois, j'arrive à m'enfuir, et je me souviens, je tombe sur ce truc de bodybuilding, quoi. Je me dis, mais c'est incroyable. Alors, ça m'a amusé parce que je suis le premier à avoir fait ces images-là, et j'ai vu que ça avait été copié,
c'est pas copié. Je veux dire, ça m'appartient pas. Mais il y a plusieurs photographes qui sont allés ensuite quand l'Afghanistan a été libéré. Et on fait du coup des meilleures images que moi, puisque moi à ce moment-là j'étais vraiment obligé de me planquer, et je tombe sur ce club de bodybuilders dans Kaboul, et qui n'était pas chauffé, on était en plein hiver, quoi. C'est pour ça que les gars ont leur bonnet. Mais bon, c'est marrant parce que je me dis, tiens, bon, voilà, je fais une petite photo. Mais le nombre, c'est pareil, le nombre de gens qui me parlent de cette image, je me dis, mais pourtant, c'est juste trois bons hommes avec leur bonnet qui font une petite pause. Et puis voilà, j'ai fait 2 photos, je suis reparti en cachant l'appareil, et puis je suis rentré le soir en me faisant engueuler par les talibans. Ils me disaient, t'étais où, qu'est-ce que t'as fait? Enfin bon, bref. Et puis voilà, donc je crois que je suis resté que 5 jours, et je suis 4 ou 5 jours, je crois. J'avais l'avantage de connaître Kaboul, donc je savais où me déplacer et où aller, mais et voilà. Donc je crois oui. que cette photo, j'en parle souvent parce qu'elle est très inattendue en fait au milieu de tout ça. Moi, je clique sur les images. Donc, enfin, j'ai regardé ton site pendant un certain temps en faisant défiler les images. Et c'est vrai qu'à un moment, on tombe sur cette image-là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est qui sont ces mecs? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Et effectivement, voilà, quand on a l'histoire qui est derrière, c'est toujours. Alors voilà, moi, la photographie, c'est ça. C'est ce qui m'intéresse, c'est que les gens se posent des questions, que les gens se questionnent. Et c'est en se questionnant que l'on fera avancer les choses. Que ce soit par mon métier ou par d'autres choses, je crois beaucoup en l'éducation et la culture. Et donc, là aussi, cette curiosité des gens à se dire mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi, et bref, ces questions qui sont primordiales pour qu'on puisse avancer, et puis pour tout simplement partager, aller vers l'autre, quoi. Parce que les certitudes, je pense que la seule certitude que j'ai, c'est pour qui je ne voterai pas. Mais sinon, le reste, je pense que plus j'avance dans le temps et plus justement je me pose des questions. Et le propre de mon boulot, c'est ça. Je reprends les mots de l'ami Jean Gomy, c'est surtout de ne pas de donner de diktat ou de donner de réponses. On n'est pas là pour donner des réponses. On est là pour informer les gens. Et informer les gens, c'est qu'ils se posent des questions et qu'ils cherchent. Et voilà. Donc c'est un peu fouillis ce que je viens de dire. Informer, c'est se poser des questions. Moi, je crois plus à ça que plutôt que de dire, voilà, c'est comme ci ou comme ça. Tu fais pas une ligne dans le sable en disant à droite il y a ça, à gauche il y a ça. Non, rien. On sait bien quoi. Tu donnes des faits. Non, mais rien n'est. On le sait et tout le monde ne le sait pas malheureusement. Mais effectivement, donner à réfléchir, c'est ça l'information. Ouais. Si je reformule. Oui. À bas les extrêmes. La question ne se pose même pas. Si je te demande, alors question... excuse-moi, je rebondis, mais moi ça m'intéresse d'aller voir les extrêmes. Parce que moi, je trouve ça passionnant d'aller voir des zadistes dans l'ultra-gauche, ou d'aller voir l'extrême droite. Je trouve ça... Mais pourquoi, quoi? J'essaye de comprendre, et ça m'intéresse. Mais de toute façon, tu les feras pas changer si tu leur parles pas. Non, de toute façon, moi, c'est pas ma mission de faire changer les gens. J'ai pas de mission, d'ailleurs. Mais c'est ma curiosité par mon métier fait que je trouve ça passionnant. Voilà, au même titre que ça me passionnerait d'être passé aussi bien une journée avec Mélenchon qu'avec Sarkozy ou Le Pen ou toutes ces bêtes politiques qui sont des personnages. Et voilà, et il faut que j'y aille sans mes jugements personnels. De toute façon, les extrêmes, ça fait des meilleures images. Mais je pensais même pas à ça. Je suis pas sûr que je fasse de meilleures images avec les personnalités politiques que j'ai nommées plutôt que avec, par exemple, Macron, qui est un showman quand même, qui est assez... Non, mais tu prends Bayrou et tu prends Sarko, c'est pas les... mais c'est ça qui est formidable, c'est que c'est des challenges, justement. C'est formidable de tomber avec des gens qui sont, entre guillemets, moins visuels ou qui en feront moins. Le couple, voilà, pour nommer que... je les ai vus il y a quelques jours passés, main dans la main, Sarkozy, Carla Bruni. Je rêverais d'être petite souris, de voir ces gens, comment ils sont dans leur vraie vie. Moi, je suis trop curieux parfois, je suis désolé. Ils habitent pas loin de chez moi, je peux te filer leur adresse si tu veux. Si je te demande, alors quand on est photographe, je crois que je l'ai déjà dit dans l'épisode, quand on est Cartier-Bresson, il reste 15-20 images de nous. Quand on est un très bon photographe, souvent il en reste une seule. Cette image pour toi, c'est quoi? Est-ce que tu l'as déjà faite? Est-ce que tu attends encore de la faire? De mon travail? Ouais.
Ah non, Impossible. non, non, entre guillemets, j'exagère toujours en disant tout est bon à acheter. Voilà, ça m'intéresse. Moi, ce que j'ai Tu t'en fait, ça m'a- fiches? Non, non, non. Encore une fois, c'est bien que ça ait été fait. Voilà, ça peut servir à l'histoire. Il y a plein d'images qui restent dans En plus, l'histoire. pour toi, il reste littéralement des images dans les livres d'histoire. Oui, et puis il y en a d'autres aussi qui sont là pour le divertissement. Il y en a d'autres aussi pour le document, d'autres pour l'histoire. Bon, non, mais c'est pas. Non, 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 franchement, j'ai pas une image, moi, qui, pour moi, sur lequel je vais me l'afficher en grand. Non, non. Je suis content de les avoir faites, c'est bien. Voilà. Ce qui est important, c'est celle que je vais faire demain. Enfin, j'espère demain. Tu es tourné vers demain. Si on parle plutôt côté business, entre guillemets, de la photographie, aujourd'hui, ta source de revenus principale, c'est quoi? L'aide de l'État. En 2020, normalement, hors période Non, comme celle-ci. j'exagère un peu, mais oui, non, mais C'est plutôt l'art, c'est plutôt le journalisme, c'est plutôt... heureusement que c'est là. Ouais. Sinon, c'est en passe de devenir la vente de tirage, parce que la presse, j'ai malheureusement plus rien. Je dis vraiment malheureusement, parce que... Alors, on peut dire ce qu'on veut de la presse, on est d'accord, pas d'accord, on peut cracher dessus comme pour tout, hein, mais c'est un sacré boulot quand même, c'est un sacré... quelle énergie, quel challenge il faut pour remplir un quotidien tous les jours, pour remplir un hebdomadaire et trouver des histoires toutes les semaines. Je veux dire, ils partent de pages blanches quand même, quoi. Alors, évidemment, quand on regarde, souvent on est déçu, on dit « Ah oui, ça c'est pas très bien photographié » ou « Ça c'est une histoire, on s'en fout ». Et il faut les remplir, quoi. C'est quand même un boulot... Moi, je trouve ça passionnant. Et puis en plus, j'ai commencé dans les industries graphiques, donc c'est-à-dire les métiers d'imprimeur, de photograveur, donc... l'odeur le toucher du papier, l'odeur de l'encre, tout ça que je retrouve évidemment dans l'édition, dans les livres, hein, mais fort. Et puis, je veux pas cracher dans la soupe. C'est quand même le métier que j'ai aimé, c'est ce métier de photojournalisme. Et puis surtout, c'est que j'ai eu la chance de vivre cette grande période de la presse. C'était la bonne époque. Et oui, l'âge d'or du photojournalisme. Et surtout, c'est que avant, entre guillemets, encore dans ces années 80 et puis 90, ça commençait un peu à chuter, 2000, ça s'est écroulé, mais c'était des patrons de presse qui dirigeaient tout ça, que ce soit des radios, que ce soit de la télé, que ce soit de la presse écrite. Tout ça, c'était des vrais patrons de presse. Et c'était pyramidal. Ces patrons de presse, ils mordaient pour l'information. Alors que ce soit sur des documentaires un peu longs ou que ce soit sur du news pur qui tombe, qu'il fallait traiter à chaud. Et donc c'était pyramidal. Moi je me souviens très bien que d'en haut jusque tout en bas au niveau des professions qui faisaient la fabrication d'un magazine ou de la télévision, tout le monde était mordu pour ce boulot, à tous les titres. Alors qu'aujourd'hui, c'est dirigé par des comptables qui veulent une rentabilité à 10%, quoi. Voilà, donc toutes ces deux presses ont été vendues à des gros groupes financiers, qui ont mis effectivement des gens qui doivent faire du fric, faire fonctionner. Oui, mais après, une société, c'est normal qu'elle fasse de l'argent. C'est normal qu'elle fasse... il faut bien faire payer ses salariés, il faut bien une rentabilité, ce qui est normal, je veux dire. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette publicité qu'il y avait dans les magazines et les coûts, tout a explosé. Donc, c'est sûr que ce format-là n'est plus viable. Cette presse n'est plus viable telle qu'elle existe aujourd'hui. Et j'en suis très triste. Je vois comment cette presse se meurt aujourd'hui et elle a un mal fou à se renouveler. Et pour moi, même si ça reste une catastrophe de voir que les émissions qui ont le plus de succès sont des émissions d'un divertissement avec un goût un peu douteux. Je ne veux pas te dire de nom. Mais attention, c'est pareil. Je peux comprendre que les gens aient besoin de ça. Parce que, voilà, la vie peut être compliquée pour certaines personnes. Encore une fois, la plupart du temps, c'est effectivement dans des milieux sociaux qui n'ont pas eu la chance que d'autres ont pu avoir. On est toujours bien né ou mal né, ça on le sait. Après, on peut s'en sortir avec plus ou moins de chance et plus ou moins de volonté, mais tout le monde n'a pas la même chance. Donc, je suis très triste que la qualité a baissé, ça c'est sûr.
c'est sûr. Et je pense que c'est comme dans le problème du numérique aujourd'hui, c'est que quand vous faites des images, ça ne coûte plus rien, entre guillemets. À part l'achat de l'appareil et la carte mémoire, ça coûte plus rien. Et les gens sont tombés dans ces défauts de l'empirisme et de la masse, et ils ont l'impression que plus ils en font, et Du mitraillage. voilà, plus ils en font, et meilleur c'est. Et ce qui est faux, on sait très bien. Donc ils assurent le coup. Il y a un dicton anglo-saxon qui dit less is more, hein, donc c'est totalement vrai. Shooter moins, mais shooter mieux. Mais bien sûr. C'est vrai que tu bien as sûr. tendance des fois à faire 100 photos où 2 auraient suffi. Donc si vous voulez, venez avec moi dans les workshops, je vous montrerai et vous verrez. Je mettrai les liens de la page workshop de toute façon dans le lien de l'article qui accompagnera l'épisode. Ça, c'est une évidence et je vous encourage, plutôt que d'acheter un appareil photo, à vous offrir Eric Bouvet. Je pense que ce sera beaucoup plus enrichissant. Voilà. Donc ça fait partie effectivement, pour rebondir sur le modèle économique, vente de tirage, workshop, et c'est compliqué. Et puis des interventions, des locations d'expo, voilà. Oui, la presse me manque. Ta carrière a pris un tournant plus vers le côté artistique récemment en fait que journaliste. Ouais, par obligation, ce qui m'est pas désagréable quelque part, mais je couper les ponts, non, pourquoi? Pourquoi ne pas pouvoir continuer à faire des choses diverses et variées comme j'aime les faire, quoi? Moi, je suis pas. J'ai pas arrêté la presse en disant je ne suis plus journaliste, je suis artiste. C'est faux. En plus, ça m'énerve tous ces termes. C'est encore une fois ces enfermements. Non, moi, mon plaisir, c'est de toucher à tout. Et puis bon, alors, ceux qui me connaissent vont dire que je me répète, mais je pense qu'aujourd'hui, l'information, les ponts sont jetés. Hein, c'est la formule que je donne toujours, les ponts sont jetés, quoi. Que l'on fasse alors une photographie journalistique, que l'on fasse une photographie d'auteur, que l'on fasse une série de portraits, que l'on fasse une photographie documentaire, ou voire même une certaine photographie contemporaine, on informe, on apporte un questionnement, on apporte une information. Et donc, quelque part, c'est du photojournalisme. Pourquoi le photojournalisme devrait-il être coincé dans les modèles de Capa, Caron et pourquoi faudrait-il que ce soit des vieilles méthodes ? Le monde a évolué, la société a évolué, la technologie évolue. Pourquoi nous, on n'évoluerait pas aussi dans cette vision ? C'est pas impossible qu'on suive et qu'on s'en soit juste pas encore rendu compte. Ah mais alors aujourd'hui, c'est coincé de chez coincé. Hein. Ah non, ça, alors là, ils veulent rien entendre. Hein, moi, je suis un de ceux qui militent le plus en disant qu'on a tous à apprendre les uns des autres et que finalement, à quelques petits détails techniques, on fait tous la même chose au final, parce que hormis le fait, quand tu fais de l'architecture, qu'il faut que tu connaisses certaines règles, quelle est la différence réellement avec quelqu'un qui va faire des photos de table à un mariage ? C'est pas si tranché que ça. Et du coup, c'est un peu tout le credo du podcast d'ailleurs, c'est de prendre un peu de tous les domaines pour dire vous pouvez tous apprendre les uns des autres. C'est un photojournaliste peut apprendre d'un photographe de mariage, un photographe d'archi peut apprendre d'un photojournaliste, etc. C'est sans. Et il y a toujours des petites choses. On a eu cette discussion d'ailleurs avant de commencer à enregistrer, où moi j'ai changé en un an de podcast totalement ma façon de bosser. C'est parce que, et j'ai discuté avec plein de photographes différents et ça a complètement échangé ma vision, échangé ma technique entre guillemets, mais même mon approche, quoi. C'est toujours un petit peu ça. Bah voilà. Donc, si je devais dire à Camo, ce serait cultivez-vous, quoi. Ouais, exactement. Je voudrais qu'on parle dans ce côté travail un petit peu, une question que je me pose en fait, quand tu es parti dans des zones de conflit, tu as fait le choix de partir dans des choses dangereuses. Enfin, je veux dire, les photos, on voit des gens qui tirent à la mitrailleuse à 2 mètres de toi. Tu nous racontais l'histoire de la voiture un petit peu plus tôt. J'ai même vu une photo, c'est en Afghanistan, où j'ai l'impression que tu t'éloignes un peu des soldats pour les prendre en photo. Tu te mets dans une espèce de bunker, mais tu es loin d'eux, en fait. Tu es loin de l'essentiel de la brigade, alors que c'est quand même eux qui te protègent à la base. Pourquoi est-ce que tu vas dans des endroits pareils ? Pourquoi tu prends des risques comme ça ? Pourquoi tu as choisi ça à un moment de ta vie comme travail ? Alors oui, je vois la photo, je me protège pas, je choisis un cadre en fait. Ouais. Non, mais je sais, mais je veux dire, tu t'éloignes d'eux quand même.
Ouais, bah, parce que ça me donnait une vision qui était beaucoup plus large et qui était plus représentative de cette masse de soldats et de cette foule de soldats qui sortaient du compound, là, de la caserne, si je peux dire. Et donc, je trouvais ça intéressant de, voilà. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Euh, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. En fait, il y a peut-être quelque chose qui m'est rentré dans le cerveau un jour de juillet 1969, quand j'étais encore gamin, et on m'a réveillé en pleine nuit pour regarder l'alunissage d'Apollo 11, premier pas de l'homme sur la Lune. Et c'était une petite télé en noir et blanc, sur la chaîne unique. Ça peut faire sourire aujourd'hui. Et je me souviens que ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Alors, j'ai pas eu la lumière qui s'est allumée à ce moment-là, mais franchement, avec l'analyse par la suite, c'était une telle force, un impact de l'image, l'information, c'était visuellement, c'était quelque chose d'extraordinaire dans tous les sens. Et puis l'extraordinarité de la chose, de l'événement, quoi, l'impact de l'événement. Donc du coup, voilà, tout ça a été fait. Et puis après, bon, ben, j'étais pas un très très bon élève, un petit peu feignant. Et il y avait quelques matières qui me plaisaient, c'était histoire, géographie, sport et dessin. Donc, donc voilà, donc je me suis retrouvé à rentrer dans une école d'art et industrie graphique qui visuellement m'a certainement aidé, qui m'a fait aimer tout ce qui était livre. Et puis, je rêvais effectivement devant les photographes de l'agence Gamma. Et pour moi, c'était ça et rien d'autre. Et en fait, l'agence Gamma avait été créée 10 ans auparavant, hein, donc c'était quelque chose qui me faisait rêver. Et du coup, voilà, j'ai tout fait pour rentrer à l'agence Gamma. J'y suis rentré par la petite porte, puisque je suis rentré d'abord en tant que laborantin, noir et blanc, et qui a été une très bonne école, hein, de pouvoir tirer quand même les photos de tous ces grands photographes, et puis je me souviens très bien que j'avais la chance d'avoir les clés de l'agence Gamma, quoi. J'avais 19 ans, j'ouvrais la porte à 5 heures du matin pour plonger les films qui avaient été déposés dans la boîte aux lettres, et ces films qui arrivaient du Liban, qui arrivaient d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale à l'époque, du Salvador et tout ça. Et ouais, je rêvais, j'avais la responsabilité de plonger ces films, quoi. Ah, puis c'est une bonne école, tu vois tout. Ah bah oui, oui, oui. Alors, il m'arrivait aussi des malheurs. C'était des cuves qui étaient en verticale, hein, pour plonger les films 24-36. Donc, le film entier plongeait de haut en bas. Et je me souviens qu'une fois, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois, que j'allais avoir mal accroché et de films qui tombent au fond de la cuve. Oh là 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 là. Et de révélateurs, hein, bien sûr. Hein. Et d'aller chercher, et je pouvais pas, le bras assez long, donc avec un manche à balai, aller chercher le film. T'as réussi à les sauver ou pas? Oui, 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 bien sûr. Oh là, quelle catastrophe ça aurait été, quoi. Donc voilà, donc je suis rentré par là, et tout en faisant des petits sujets, en continuant à faire des sujets, et puis et c'était pour des remplacements, hein, laborantins, et donc du coup, quand j'avais pas ce boulot, bah, il fallait bouffer aussi, et ben voilà, et j'ai fait barman, j'ai fait steward dans les wagons-lits, j'ai fait géo au Club Med, j'ai fait charbonnier en conduisant un camion dans Paris pour livrer du charbon, et entre-temps, bah, je faisais des images que je livrais en tant que pigiste à l'agence Gamma, et puis un beau jour, ben voilà, le directeur m'a vu, et puis il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, bah, je fais des photos. Oui, il me dit, bah oui, je sais bien, je vois bien. Ok, il me dit, tu veux travailler pour nous? Chouette. Voilà, 20 ans, bingo. Et c'était parti, et comme on disait à l'époque, j'ai commencé à prendre les Boeing. Ouais. Et je montais dans les 747 et faire le tour du monde, et ça a été une décennie, mais tellement dingue, tellement dingue. C'est inimaginable. J'ai des kilomètres d'histoire à raconter, toutes plus folles les unes que les autres, et tellement incongrues. Qu'aujourd'hui, on est tombé dans un monde tellement policé, on ne peut pas s'imaginer tout ce qu'on a pu vivre de fou, et pas seulement au niveau des événements, hein. Des choses telles que, petite anecdote un peu risible, je dois prendre l'avion, je sais plus, je crois qu'on est en 84, 85, je dois prendre l'avion pour aller quelque part, et on m'enregistre mon bagage, et le type, le steward à l'enregistrement me dit, ah ben non, j'ai fait une erreur, non, non, ça y est, c'est terminé, on peut plus. Et je fonds, quoi. Et je lui fais un show, parce qu'on était connus à l'époque.
les photojournalistes étaient connus, on était très respectés, c'était incroyable, quoi. On avait une espèce d'aura. On travaillait pour Paris Match, on travaillait pour Time Magazine, pour Sunday Times Magazine à Londres, pour Stern en Allemagne. On était connus de tout le monde, pour Life aux États-Unis. Je travaillais pour Life. Ouais. Donc, c'est ma plus grande fierté, quoi. J'ai été en commande pour Magazine Life. Ouais, incroyable. Donc, et donc, il me dit, bon, ok, je vais vous aider. Il m'emmène, on descend, pour te dire à l'époque, on monte dans la 4L donc d'Air France sur le tarmac et on roule et on arrive au pied de l'avion qui commence à rouler, à partir. Et il me dit, ah bah c'est trop tard. Ah, je lui dis, ah non. Et je descends et je cours devant l'avion sur le tarmac et je me mets les bras en croix en faisant stop devant l'avion, quoi. Et l'avion s'arrête et évidemment en pilant, donc le nez de l'avion s'enfonce. Et là, comment s'appelle, l'escalator était tout près, et ils font revenir le petit camion d'escalier, et ils me font entrer, et le commandant de bord dit mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir monsieur qui a réussi à prendre son avion. Voilà. Donc, c'est des petites anecdotes un petit peu risibles comme ça, mais pour vous dire que on tentait des trucs de dingue. On a détourné avec Alain Noguès qui était chez Sigma pendant qu'on livrait. Moi, j'étais chez Gamma. On était les deux seuls blancs à suivre la tournée africaine de Kadhafi. Aujourd'hui, une tournée africaine de Kadhafi, mais il y aura des centaines de journalistes. On n'était que deux photographes blancs, quoi. Et on le suit, évidemment, c'était compliqué, on n'était pas accrédités, ils ne voulaient pas nous voir, mais on arrive quand même à suivre le truc. Et puis à un moment, on est tanké, ils sautaient de pays en pays, et nous, on est tanké, on ne trouve pas d'avion. On a détourné un avion d'Ethiopian Airlines pour $200. Oui, des choses que tu peux plus te permettre de faire aujourd'hui, quoi. C'est... $100 pour le chef d'escale, $100 pour le pilote. On fait poser un avion qui était parti et qui pose, qui nous prend et qui nous dépose sur une autre destination qui n'était pas prévue. Aujourd'hui, ça peut plus exister parce qu'il y a trop de choses entre les réseaux sociaux où ça serait déjà visible. Et puis même, tout est tellement surveillé. Oui, non. Bref, des trucs comme ça, j'en ai des kilomètres. C'était bien les années 80. Ah ouais, c'était bien. Je me rappelle avec toujours une petite pointe. J'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps avec Malo, on est à peu près de la même génération, on est des gamins des années 80, d'aller à la FNAC lire des bouquins pendant des heures, de traîner chez les marchands de journaux. Enfin, on était... et il avait résumé ça en disant, en fait, c'était une époque où tu pouvais te concentrer sur une seule chose pendant très longtemps. Et il donnait l'intégralité de ton attention, ce qui est plus possible aujourd'hui. Ouais, c'est bien résumé. Si on va repartir un peu côté boulot, côté business, t'es ambassadeur Fujifilm. Oui, je me demandais j'étais le premier. T'étais le premier en plus. Oui. D'accord. Je me demandais ce que ça t'apportait en fait au quotidien, à part peut-être qu'ils te remplacent plus facilement ton matériel quand tu te fais voler ton sac. Oui, bah oui, ils sont vraiment adorables pour ça. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que ils aiment ça. Ils aiment leurs produits, ils aiment la photographie. C'est pas évidemment que c'est des business, mais ils sont vraiment proches de la photographie, de ce médium. Et j'ai vraiment des rapports très, très étroits avec eux parce que je partage beaucoup. Ils m'aident beaucoup. Ils m'aident beaucoup, effectivement. Mais moi, je ne suis pas gourmand. Hein. J'ai 2 X Pro 3 et 3 optiques qui sont pour moi les optiques avec lesquelles je travaille depuis 10 ans. Je ne fais pratiquement plus que ça à 99,9%. C'est l'équivalent du 35 mm, du 50 et du 70. Je ne travaille plus qu'avec ça. Donc, je ne suis pas trop gourmand. J'ai effectivement 2 zooms aussi qui sont là depuis le début. Bon, je me sers très très peu, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Donc, on ne peut pas dire que j'abuse. Et puis, de toute façon, il me ferait comprendre que je suis gentil, mais il n'y a pas de raison plus moi qu'un autre. Mais ils te respectent en tout cas en tant que... Oui, ils sont très respectueux. Tu n'es pas juste une affiche qu'ils mettent devant. Ah non, ils sont très respectueux. Et franchement, je me verrais mal partir chez une autre marque demain parce que j'ai vraiment soudé des liens... personnels, ouais. Il y a de l'affection dans tout ça. C'est chaque fois que j'ai eu affaire à eux, en fait, j'ai senti la même chose. Je les connais pas aussi bien que toi, mais j'ai toujours eu le même ressenti également. Et puis franchement, le matos. C'est du gâteau, quoi. C'est des photographes qui font des appareils photo, quoi. Je pense. Ah ouais, alors pour te donner l'exemple, merci de relater ça. C'était il y a je sais plus à peu près, donc 1 an avant la sortie de l'X Pro 3, je suis convié au Japon. Fuji
m'invite au Japon, dans un hôtel magnifique, perdu au fond de la forêt, brainstorming pendant 2 jours avec les ingénieurs et les designers de Fuji pour créer l'X-Pro 3. C'est là que vous avez décidé qu'il n'y avait pas d'écran. Ah ouais, non, mais moi, s'il m'avait écouté, il n'y aurait plus rien. Donc, mais franchement, enfin, peut-être que ça existe ailleurs, mais moi, petit photographe français, perdu au milieu de milliers d'autres, millions d'autres photographes dans le monde, on m'invite au Japon pour discuter avec des gens qui vont fabriquer un appareil photo, quoi. Mais merci. Pour moi, c'est un honneur, quoi. C'est extraordinaire. C'est peut-être eux qui ont tout compris, c'est que finalement, c'est pas tout n'a pas besoin d'être simplifié, différent, changé radicalement. Que peut-être des fois, tu vois, enfin, tu disais à un moment, l'écran, ça a changé ta façon de faire des photos, l'écran du X100. Et finalement, on revient aujourd'hui à des appareils où il n'y a pas d'écran parce que justement, c'est devenu, encore une fois, ça dépend de la manière dont tu t'en sers, mais tu as des gens qui passent leur temps à prendre des photos et les regarder. Et finalement, l'absence de l'écran peut aider aussi à rester concentré, quoi. Ouais, mais sur l'X-Pro 3, il y a un écran, il est juste caché Oui. C'est un effort. Voilà, oui, et puis bon, ça le protège et tout ça, mais non, c'est pour dire, voilà, ils portent de l'attention à ce qu'ils font. C'est ça que j'apprécie, en fait. Ils font pas juste un business plan et puis hop, ils aiment ce qu'ils font. Dans ta carrière, qu'est-ce qui t'apporte ? Fuji ? Ouais. Est-ce qu'il te... je l'ai dit, en 2011, quand je suis passé chez eux, ma photographie a évolué. Non, je parle dans ta carrière, pas dans ton travail. Est-ce qu'il t'aide Est-ce que ça t'aide en notoriété ? Est-ce que ça t'aide à vendre des choses ? Est-ce que ça t'a mis en avant d'une manière différente ? Est-ce que tu ressens pas de différence particulière fondamentalement ? Bien sûr qu'ils m'ont mis en avant. Ils me font intervenir de nombreuses fois, que ce soit dans des opérations diverses et variées. Bien sûr, oui, je ne peux que leur dire merci. Ouais. Non, ça, c'est des chouettes gens. Dernière question de ce côté business. Est-ce que aujourd'hui n'étant pas l'année 2020, parce que c'est une année particulière, mais est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui ? Ça fait 40 ans que je travaille, donc non, j'ai bien mieux gagné ma vie à une certaine période. Et aujourd'hui, non, je gagne pas bien ma vie, non, loin de là. C'est pas ce que j'aurais souhaité en fin de carrière, même si ma carrière est pas terminée. Je veux dire, bon, dans une carrière classique, je suis à la retraite là, logiquement dans cette année, l'année qui vient. Donc, pour quelqu'un qui a un travail de salarié. Et qui atteint sa retraite, logiquement, j'ai fini. Mais moi, en tant que photographe, je ne connais pas de photographe qui aime ce boulot, qui s'arrête. C'est relativement rare, ouais. Non, il ne faut pas se voiler la face. C'est devenu très compliqué pour moi, comme pour beaucoup d'autres photographes. C'est une très mauvaise période. Compliqué. Ouais. On arrive à la conclusion de l'épisode. Il reste 4 questions. La première, c'est quel est le pire moment de ta carrière ? Il y en a eu plein. Je peux pas dire, il y en a eu plein. C'est comme si tu me posais l'autre question, quel a été le meilleur moment, j'en sais rien. C'est la question suivante. Bah voilà, et puis le meilleur pays, le plus beau souvenir, enfin tous ces trucs, tous ces superlatifs, je les aime pas parce que... T'aimes pas les extrêmes. Oui, voilà. J'aime pas les superlatifs. Quel est le moment médian de ta carrière ? Alors là, c'est long, ça fait 40 ans. Non, des souvenirs, j'en ai trop. Je peux pas dire. Le meilleur souvenir de cette année, c'est le mariage de mon fils. Voilà, ça a été une fête extraordinaire. Ouais. C'était qui le photographe ? Une jeune photographe locale qui était non, pas connue. Non, j'ai pas voulu demander ça à qui que ce soit. Dernière question, qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? C'est une question compliquée parce que j'ai plein de photographes qui m'intéressent, mais ils sont pas forcément aussi français. Non, c'est pas gentil, mais je vais dire non, je vais pas te donner de nom parce qu'il y en a trop et puis je voudrais pas mettre en avant un alors qu'il y en a plein qui le méritent d'être écoutés. Donc, m'ont donné une chance. Je prends aussi. J'en ai déjà plein d'avance. Eh ben, écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode. À quelle adresse on peut te retrouver ? Ton site internet, c'est ericbouvet.com ? Oui. Oui.
Il y a d'autres endroits éventuellement. Non, il y a la page Facebook et puis l'Instagram, et voilà quoi. Si t'es bien fichu, on arrive à retrouver assez facilement. Je mettrai tous les liens de toute façon dans l'article qui accompagnera l'épisode. Un grand merci Eric, c'était un plaisir et un honneur de t'avoir dans le podcast. C'était probablement le premier but que je me suis fixé quand je l'ai créé. Donc voilà, la première étape, on va dire que la première année a été fêtée en beauté. Et maintenant, on continue. Eh bien bravo, longue vie. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. Ok.